Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la migration de fichiers à destination du cloud Azure. Alors, quand on parle de migration de stockage, ou plutôt plus particulièrement de migration de fichiers à destination de Azure, première chose, quand on est dans une migration, il faut regarder un petit peu la source, c'est-à-dire définir où sont stockés les éléments à déplacer et sous quelle forme ils sont stockés et sous quelle forme ils sont utilisés. Ça, c'est important. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on connaît, qu'on a cet inventaire-là, on va pouvoir choisir quels sont les meilleurs services en face dans le cloud de Microsoft qui sont à même de recevoir justement ces fichiers. Donc globalement, la source ici, elle est relativement simple. Soit ce sera des choses qui vont être dans les environnements à demeure, donc à savoir dans un data center typiquement. Donc peut prendre la forme effectivement de serveurs, de fichiers. Ça peut être sous la forme d'un network attached storage, donc ça peut être un filer X, Y ou Z, ça peut être un étape, ça peut être n'importe quel NAS finalement. Ça peut être également du stockage ou des fichiers qui sont stockés sur des SAN, qui eux-mêmes seront raccordés à des serveurs. Et puis également, ces fichiers peuvent également prendre ou être stockés sur des médias pour la partie sauvegarde euh, de différents formats, mais globalement, ça reste des fichiers qu'on va vouloir peut-être envoyer effectivement ou migrer à destination du cloud Azure. Autre chose, sur site, on pourrait également parler des fichiers qui sont stockés euh, sur les postes des utilisateurs dans la workstation. Et là encore, c'est des fichiers auxquels on doit penser parce que potentiellement, effectivement, il va falloir trouver un endroit où les mettre, peut-être pour décharger les postes des PC locaux, peut-être pour recentraliser, peut-être pour assurer des mécanismes de réplication. Et puis, comme une migration peut également être liée à des fichiers qui sont stockés chez un hoster ou sur n'importe quel type de cloud, y compris un cloud privé, on peut également avoir des fichiers qui vont prendre différentes formes. Donc effectivement, soit du filer, ça on en a parlé ici avec la partie serveur et la partie NAS, mais on peut également avoir une infrastructure à demeure ou chez un hoster sur lequel on a des stockages de fichiers sous la forme de blob storage. Donc ça peut être sur un environnement OpenStack, ça peut être chez un fournisseur X, Y ou Z. Donc voilà, globalement, les fichiers qu'on va avoir dans un système d'information à migrer à destination de Azure peuvent prendre à peu près ou être stockés sous ces différents éléments de l'architecture. Donc une fois qu'on a ça, l'idée après c'est de se dire, si je choisis d'envoyer finalement ou de déplacer l'ensemble de ces fichiers à destination des clouds de Microsoft, où est-ce que c'est le meilleur endroit où les mettre? Alors le meilleur endroit, la notion de meilleur est tout à fait une notion qualitative, mais en fait, elle va dépendre de plein de facteurs. Le meilleur endroit, ça peut être l'endroit le moins cher, ou l'endroit le plus performant, ou l'endroit le plus simple d'accès pour un utilisateur, ou un endroit accessible par une application. Donc vous voyez encore, la notion de meilleur endroit est subjective, et donc là encore, c'est à vous de faire la part des choses derrière quand vous allez faire l'évaluation effectivement des fichiers que vous avez à déplacer de la source à destination des clouds de Microsoft. Alors, où est-ce qu'on peut finalement envoyer tout ça? Alors en fait, il y a plein d'endroits où on peut envoyer des fichiers dans les clouds de Microsoft. Le premier auquel qu'on ne devrait pas oublier, c'est peut-être Office 365 en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de fichiers qui sont stockés dans des environnements à demeure, sur des serveurs de fichiers, voire des serveurs SharePoint. Je n'ai pas marqué ici, mais on aurait pu marquer un serveur SharePoint. Et donc, il faut savoir que Office 365 peut être parfaitement le bon endroit où envoyer finalement, ou moderniser finalement l'ensemble de son stockage de fichiers. Euh, Quand on parle de fichiers de bureautique, par exemple, typiquement,
Est-ce qu'on a besoin réellement d'avoir un filer, entre guillemets à l'ancienne, un serveur de fichiers Windows avec des partages, pour pouvoir partager des documents bureautiques, alors qu'il existe des solutions qui ont été plutôt prévues pour ça, en mode collaboratif. SharePoint en est une, et du coup, quand on a du SharePoint et qu'on a de l'Office 365, il faut savoir en fait qu'en fonction de votre nombre de licences, eh bien, vous avez déjà inclus, en fait, vous avez déjà payé finalement un stockage. Il est assez rare aujourd'hui d'avoir des organisations qui n'ont pas n'utilisent pas de l'Office 365. Et donc du coup, c'est peut-être dommage de se dire on paye un service et on ne le paye pas pour toutes les fonctionnalités, on n'utilise pas par exemple le stockage. Donc si on regarde un petit peu ici ce qu'on appelle les storage limits, eh bien dans Office 365 et plus facilement dans la partie SharePoint, si on va dans la partie Admin Center, on peut voir combien on a droit de stockage. On peut également poser des limites. Et donc ça vaut le coup d'aller jeter un œil et de se dire peut-être que finalement, plutôt que de repayer un serveur de fichiers ou un espace de stockage, par exemple dans Azure, si on a déjà des abonnements Office 365, peut-être que c'est intéressant d'utiliser finalement l'espace qui est là, d'autant plus que pour le coup, si on parle de fichiers, on va dire bureautiques et de productivité, c'est probablement un meilleur endroit que d'aller mettre ça simplement sur un serveur ou un service de fichiers. Donc, en fonction de votre type d'abonnement Office 365 ou M365, eh bien, vous allez avoir des limitations en termes de volumétrie. Mais si on regarde aujourd'hui ce qui est disponible, donc vous voyez que si vous êtes sur des abonnements, alors la plupart du temps, en fait, vous allez avoir 1 Tera de stockage par organisation. Mais ensuite, il faut rajouter à cela, quand on parle des limites de SharePoint Online, on va avoir également 10 gigas supplémentaires qui seront ajoutés pour chacune des licences qui sont achetées. La limite de tout ça pour un site, c'est 25 Tera, et vous voyez que le nombre d'utilisateurs, en fonction de vos licences, peut être largement suffisant. Donc c'est assez intéressant de se dire que finalement on a 1 Tera de stockage plus 10 gigas par utilisateur. Faites votre calcul et peut-être que déjà vous avez en fait une belle enveloppe qui peut être assez intéressante pour se dire finalement tous les fichiers bureautiques que j'ai sur ma source, dans mon environnement, dans mon data center, sur mes serveurs de fichiers ou mon SAN, quelque part en fait je peux les déplacer ici directement dans mon SharePoint Online, et si ça se prouve, ça ne me fera pas de coûts supplémentaires simplement parce que vous avez déjà ou vous payez déjà en fait les licences Office 365. Donc c'est un élément en fait auquel on ne pense pas toujours, et c'est plutôt bien. Deuxième élément, tout à l'heure je parlais des fichiers qui peuvent être sur les postes de travail de l'utilisateur. Aujourd'hui, on ne devrait plus être dans un monde où l'utilisateur a des fichiers sur son PC, et si son PC a un problème, ou son PC ou son Mac a un problème, il perd ses fichiers. Et du point de vue PC d'entreprise, entre guillemets, ça n'a pas vraiment de sens, c'est compliqué à backuper, etc. Donc l'idée, c'est plutôt d'utiliser des mécanismes de synchronisation. Donc dans Office 365, on a OneDrive. En fait, OneDrive s'appuie sur du SharePoint, en fait. Et donc, quand on est sur du OneDrive for Business, ce que moi, par exemple, j'utilise dans mes différents PC, eh bien, j'ai un agent, en fait, qui va effectivement synchroniser mes fichiers localement, le synchroniser entre plusieurs périphériques, entre plusieurs devices, mais derrière, effectivement, les fichiers sont stockés, effectivement, et utilisent l'espace de stockage de SharePoint. Donc là encore, quitte à moderniser, quitte à utiliser effectivement du stockage dans la partie, le stockage d'Office 365, autant utiliser également OneDrive du côté des postes de travail, et de se dire finalement que tous les fichiers créés sur le poste de travail le seront dans une arborescence particulière qui elle-même sera synchronisée. Au passage, tout à l'heure, je parlais des 1 Tera de stockage fournis dans Office 365 plus les 10 gigas par utilisateur. Il est tout à fait possible également d'acheter du stockage additionnel pour votre SharePoint. Donc ça, c'est prévu, et donc il y a des plans derrière pour pouvoir acheter ça. Et donc je vous laisserai la mind map avec les liens dans la description de cette vidéo. Donc là, on a vu la première partie qui est, on va dire, la partie bureautique, et qui finalement a complètement un sens à être migré, déplacé vers donc, notre solution SaaS qui est Office 365. Ensuite, pour le reste des fichiers qui ne sont pas forcément des fichiers 100% bureautiques, mais peut-être des fichiers qu'on veut garder ou utiliser pour des applications ou différents usages, et bien en fait là, on va avoir le choix des différentes briques
de stockage qu'on peut avoir dans Azure. Alors, la première, effectivement, l'Azure Blob Storage, c'est probablement la plus classique parce que c'est une des moins coûteuses. Et effectivement, on va stocker des fichiers sous la forme d'objets blob, mais ça reste après accessible comme des fichiers, entre guillemets. Les interfaces vont être un peu peut-être différentes, c'est-à-dire qu'on va accéder à ces stockages blob par du REST, voire du NFS. Et donc il existe différents tiers de blob storage, du plus performant avec la latence la plus courte, et bien entendu du coup le prix le plus cher, donc ça pourrait être du premium basé sur du SSD. Hot ou cool, là encore, ce seront des tiers qui seront accessibles instantanément. La différence entre le hot et le cool étant une légère latence supplémentaire sur la partie cool et un prix également qui est plus bas. Et puis pour la partie archivage, on parlait tout à l'heure effectivement qu'on peut avoir des backups, enfin des archives ou des backups qui sont stockés qu'on veut déplacer également. Le meilleur endroit où envoyer tout ça, ça reste quand même dans Archive, donc les blobs, l'Azure Blob Archive, qui en fait va être le coût quasiment le moins cher de stockage que vous pouvez avoir dans Azure, mais c'est vraiment fait pour des données entre guillemets qui sont dormantes, des archives, etc. Si vous dépassez une certaine capacité, volumétrie en termes d'Azure Blob Storage, il y a des véhicules d'optimisation financière qui existent, qu'on appelle les Azure Storage Reserve Capacity. En gros, l'idée, c'est vous stockez par exemple beaucoup d'archives, vous avez beaucoup de données, mais vous allez les garder pendant longtemps probablement. Eh bien, c'est un engagement sur la durée qui dit bah, je vais acheter sur 1 an ou sur 3 ans une certaine volumétrie de stockage et du coup, le fait que je m'engage me donnera un tarif dégressif. Alors dégressif, comme je le disais, ça va vouloir dire on parle de grosses capacités, entre guillemets, on achète ça par bloc de 100 Tera ou des blocs de 1 péta, là pour le coup on est sur des grosses volumétries, et ensuite effectivement on choisit une durée d'engagement, 1 an ou 3 ans, et donc on achète une capacité, cette capacité après on va la reventiler en différents comptes de stockage, donc en gros chaque compte de stockage ira piocher dans l'enveloppe dans la capacité disponible. Donc ça c'est une chose intéressante à penser, notamment quand on va déplacer des grosses volumétries et des choses qu'on est sûr qu'on va garder sur le long terme. Donc le blob storage est plutôt bien, c'est le stockage qui va coûter probablement le moins cher en version archive, mais même globalement les blobs sont l'unité de stockage dans Azure qui coûte quasiment la moins chère. Donc ça c'est associé à un compte de stockage. L'Azure File, ça va être un filer as a service. Donc là en gros vous avez des serveurs de fichiers Windows ou Linux à demeure, voire des NAS. Vous voulez les remplacer par des choses qui tournent dans Azure, vous voulez pas en fait gérer vous-même vos propres serveurs et vous voulez un service managé, mais du coup Azure File il est fait pour ça. Donc c'est un serveur de fichiers SMB ou NFS as a service, donc vous n'avez pas à gérer les serveurs et les OS sous-jacents, vous créez simplement les partages et ensuite vous vous y connectez derrière. Là encore, Azure File, comme l'Azure Blob Storage, donc au passage Azure File est un des sous-composants d'un compte de stockage Azure. Il y a différents tiers qui existent, là encore du plus cher au moins cher, donc le plus cher étant le premium. On a le transaction optimisé également qui est entre le premium et le hot. Et ensuite on a le cool qui est un petit peu moins cher, la différence ici étant principalement la latence d'accès. Là encore, de la même façon qu'on a des réserves capacity spécifiques donc pour pouvoir avoir des prix sur la durée, là encore, on peut le faire sur l'Azure File. Donc là, les blocs qu'on va acheter seront des blocs de 10 Tera ou de 100 Tera. Et donc là encore, ça permet d'avoir un engagement derrière qui sur et des prix plus intéressants en s'engageant derrière. Voilà. Donc là encore, on est sur 1 an ou 3 ans derrière. Au passage, quand on parlait tout à l'heure d'Azure File, je vous ai dit qu'il y avait deux protocoles, NFS ou SMB. Le NFS est réservé à l'Azure File avec le tiers Premium. Ça c'est important parce que si vous voulez juste remplacer un filer basique NFS par Azure File, c'est peut-être pas forcément la meilleure option parce que Azure File, si vous voulez du NFS V4, il vous faudra le Premium qui est sur du SSD et donc c'est
plus pour de la performance que pour de la capacité et de la rétention basique. Donc attention en termes de prix également là-dessus. Autre option, on a du NetApp as a service dans Azure. Donc je ne vais pas rappeler que NetApp est un des fabricants de NAS les plus connus, hein, et les plus réputés. Donc il existe sous la forme de service, c'est-à-dire qu'on peut provisionner effectivement des filers NetApp directement depuis le portail d'Azure ou les API. Et techniquement derrière, on a dans notre data center en fait des filers NetApp. Donc ça vient compléter, et il y a un léger recouvrement fonctionnel entre Azure File et Azure NetApp, et je vous encouragerai à regarder la vidéo sur le sujet d'Azure NetApp, et je la mettrai en lien en fin de vidéo. Mais globalement, effectivement, le Azure NetApp est vraiment fait pour avoir des hautes performances. Voilà. Donc c'est pas vraiment fait juste pour faire un filer où on va remplacer et on va mettre son stockage, et puis on veut garder ça sur le temps et économiquement être intéressant. En général, on prend de l'Azure NetApp File vraiment parce qu'on a besoin d'avoir des filers de bonne capacité avec des très bonnes performances également. Donc c'est plus pour des workloads derrière que simplement de l'utilisateur qui va se connecter dessus, quoi qu'on peut le faire, mais est-ce que économiquement c'est viable? Ça, c'est une autre question. Donc il y a un modèle économique derrière qui a calculé est un peu plus compliqué que l'Azure File, ou l'Azure File pour calculer le coût. Basiquement, en gros, c'est la volumétrie consommée dès qu'on est sur des tiers de type disque dur. Dès qu'on est sur du SSD, en fait, c'est l'espace alloué qui est compté et facturé. Donc sur la partie Azure NetApp File, c'est assez similaire, mais effectivement, on définit des capacités. Et puis ensuite, il y a un calcul qui est fait en fonction du nombre d'heures où c'est utilisé, et vous voyez que vous avez un prix au giga et à l'heure, ramené après au mois, etc. Donc il y a toute une explication sur comment calculer le coût d'un Azure NetApp en fonction si on a derrière des services dynamiques ou pas. Je vous laisserai le lien là encore sur la mind map, vous venez cliquer ici et vous aurez l'accès à tout ça. Donc le pricing est un peu plus élevé globalement que de l'Azure File. Il pourra être augmenté, alors si en plus avec le filer vous venez rajouter des mécanismes de réplication ou des mécanismes de sauvegarde et restauration, eh bien ça vous rajoutera effectivement un coût. Là encore, dans l'Azure NetApp File, on a différents tiers du performant au ultra performant, on va dire. Et vous voyez que les coûts ne sont pas du tout les mêmes. Donc là encore, quand on va faire l'analyse de la source, il est important de savoir effectivement quelle est la fréquence d'usage des fichiers qui sont dessus, quel est le nombre de personnes qui vont venir, quelles sont les performances attendues, etc. Là encore, si on a un très gros filer, et finalement qu'on a peu d'utilisateurs qui vont chercher de temps en temps des fichiers, est-ce qu'on a besoin d'avoir un stockage ultra performant? Pas forcément. Si par contre ce sont des applicatifs qui vont aller utiliser des fichiers et travailler dessus, là on peut avoir besoin effectivement d'un filer ultra performance, mais du coup effectivement le prix va forcément s'en ressentir derrière. Donc comme je le disais, effectivement, il y a trois niveaux, il y a trois tiers pour Azure NetApp File, standard, premium ou ultra. Ils sont bien détaillés. La grosse différence sera vraiment sur le throughput. Et dans tous les cas, on va avoir un ticket d'entrée quand on va avoir de l'Azure NetApp File qui sera de 4 Tera de stockage, si je ne dis pas de bêtises. À la différence d'un Azure File où là on commence, par exemple pour les parties premium, à 100 Go. Voilà. Donc là encore, c'est des choix qui vont faire que globalement, on va d'abord s'orienter sur Azure File, et après sur les besoins spécifiques en termes de performance, on pourra aller effectivement sur de l'Azure NetApp. Alors, dans la migration, étonnamment, on pourrait se dire, on va tout migrer vers Azure. On peut avoir des cas, en fait, où dans une migration, on ne va pas forcément tout pouvoir déplacer. Alors, pour des raisons de performance, de latence, pour des problèmes de droit, parce qu'on a des lois ou des régulations qui imposent de garder certaines choses à demeure. Donc là encore, dans une migration, peut-être que certaines choses vont rester à demeure dans des SAN qui sont peut-être plus performants. C'est-à-dire qu'effectivement, on modernise son système d'information, mais on peut également moderniser ce qui est local. Et si donc on a des NAS, si on a des NAS sur une base de Windows Server, eh bien une option également intéressante de modernisation, c'est d'utiliser Azure File Sync. Et Azure File Sync en fait va vous permettre, donc c'est l'installation d'un agent
Azure qu'on va mettre sur les serveurs de fichiers Windows à partir de 2012 R2, si je ne dis pas de bêtises, ou 2016, 2012 R2. Et cet agent Azure File Sync va en fait permettre de faire la synchronisation directement entre cet Azure File, ce filer, pardon, ici, donc ce Windows Server, et ici un Azure File. Donc synchronisation qui sera donc montante et descendante, et qui permettra notamment de dire si j'ai plusieurs serveurs Windows, j'ai peut-être envie s'ils sont dans différentes localisations, qu'ils soient synchronisés les uns avec les autres, et la synchronisation va se faire au travers d'un Azure File. Donc là, c'est un moyen également d'assurer des fonctionnalités supplémentaires tout en utilisant Azure, et là pour le coup on est vraiment en mode hybride. Voilà. Donc voilà, vous voyez que finalement, d'une source où on a des fichiers sous différentes formes, serveurs, NAS, SAN, des backups, des fichiers sur des workstations ou dans d'autres blob services, la migration vers le cloud Microsoft peut prendre vraiment différentes formes. Côté directement envoyé dans les services SaaS de type SharePoint, et également OneDrive for Business côté des postes de clients. Le stockage Blob Storage sur lequel on pense effectivement toujours en premier, mais là encore, ça dépend de l'usage derrière. L'Azure File peut être une réponse également à la partie Filer as a Service, tout comme NetApp étant juste un peu plus performant et un peu plus cher. Et puis n'oubliez pas, effectivement, si vous gardez des choses à demeure, si vous modernisez des choses à demeure, là encore, vous pouvez les utiliser en mode hybride, les associer de l'Azure File, et donc bénéficier un petit peu du meilleur des deux mondes. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous laisse un lien également dans la description pour aller récupérer ou afficher cette page web avec la mind map et l'ensemble de liens pour lire un petit peu plus de documentation. Je vous remercie et à bientôt.